vous remercie d'être là. Sans le public, il ne peut pas y avoir ce genre de manifestation, ce genre d'intervention, ce genre de conférences qui sont, vous allez voir, très intéressantes. Sans plus attendre, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Passez la parole à l'homme de l'art, Hugo Verlhomme, qui va vous présenter également son invité. Bonne soirée. Merci Jean-Marc. Bonsoir. Il y a environ une quinzaine d'années, je me promenais sur le front de mer de Cabreton. Et puis, il y avait des gens qui regardaient le coucher de soleil comme ça. Et parmi ces gens, il y avait un homme avec qui j'ai engagé la conversation comme ça, au hasard. Et puis, on a commencé à parler de Cabreton et de l'origine du nom de Cabreton qui n'a pas fini de faire jaser parmi nous. On arrivera peut-être un jour, on ne sait pas. Et là, cette personne commence à me dire « Ah ben voilà, moi j'ai bien réfléchi à ça ». Et cette personne commence à me parler des Vikings. C'était quelqu'un qui habitait en fait juste à côté de chez moi, à savoir Joël Supéry. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés sur le front de mer de Cabreton. Et sur une vitrine de magasin, il a commencé à m'écrire Cabreton parce que ceci, cela, enfin vous verrez un petit peu. Et à partir de là, il a commencé à me parler des Vikings. Or moi, les Vikings, comme beaucoup d'entre vous, c'est un peuple que je trouve fascinant, passionnant et très méconnu. On a tous une espèce d'archétype du viking dans notre tête, le pillard assoiffé de feu qui traverse les mers sur son drakkar, etc. Et plus je parlais avec Joël, qui est à moitié gascon et danois d'ascendance, donc ceci expliquant cela, plus je parlais avec lui, plus je découvrais un monde viking que j'ignorais totalement, qui ne correspondait pas du tout aux idées préconçues qu'on a généralement. Et puis, on a eu des heures et des heures et des jours de discussion qui ont abouti finalement sur des livres. Et puis, au fur et à mesure, il a travaillé de plus en plus son sujet, un peu partout dans le monde, dans des musées, etc. Il est arrivé à vraiment affiner extrêmement sa réflexion. Et donc, ce que je voudrais ce soir, c'est que vous ayez l'esprit complètement ouvert, que vous ne partiez pas sur vos préjugés anciens, de ce que vous pensez savoir de la région, de l'occupation des Vikings ici. Essayez juste d'écouter, de vous plonger dans cet univers-là. Après, vous vous ferez vos idées, vous pourrez poser des questions, intervenir. Mais ayez une âme d'enfant, en quelque sorte, en écoutant Monsieur Joël Supéry. Bonjour. Et écoutez, je voudrais d'abord remercier Hugo de m'avoir invité aujourd'hui. Également la ville de Cabreton pour son hospitalité. Et le casino qui nous reçoit, évidemment à vous tous qui êtes venus ici si nombreux pour m'écouter. Et donc les Vikings, tout le monde en a entendu parler, beaucoup moins en relation avec Cabreton. Et moi-même, lorsque je suis arrivé ici en 2003, on est venu s'installer sur une maison en front de mer, là, à la villa El Jokri. Et au bout d'un quart d'heure que je visitais la maison, j'avais mon interlocuteur qui avait l'air de connaître un peu l'histoire. Je lui ai dit, mais ce nom, Cabreton, il vient d'où? C'est bizarre, une côte, un nom comme ça sur une côte sans cap ni breton. Et là, il me dit, ah, il y a 5-6 hypothèses, mais il n'y en a aucune qui soit vraiment convaincante. Et là, je lui demande, mais est-ce que ce pourrait être un nom d'origine scandinave? Et là, il fait des yeux ronds comme des billes, et il me dit, mais c'est marrant que vous disiez cela. Et je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, figurez-vous que tous les mois de décembre, on érige sur le parvis de l'église Saint-Nicolas une tour en bois. Et le 24 décembre, au sortir de la messe de minuit, on y met le feu, ça s'appelle le feu de la Tourelle, et ça commémore une victoire des Cabretonnais sur les Vikings. Alors, moi, comme tout le monde, j'avais lu des ouvrages généraux, et les Vikings, c'était la Normandie, un petit peu la Bretagne, mais à aucun moment il était question de Vikings en Gascogne. Cependant, si j'ai posé cette question à ce monsieur, qui était M. Costabadi en l'occurrence, je lui dis, c'était pas pour rien, parce que j'étudiais l'histoire des navigations depuis quelques années, et j'avais remarqué que les Gascons et les Basques avaient deux originalités, qui étaient la chasse à la baleine et la fréquentation de l'Amérique précolombienne. Et ces deux particularités étaient communes avec le monde scandinave et le monde nordique. Et donc, la question naturelle était de savoir si c'était une pure coïncidence ou s'il y avait eu lien entre les deux peuples et transmission. Et fort de cette question de départ, je suis
3 jours plus tard, j'étais à la Cité historique locale. Je pense que j'ai été le plus rapide pour accéder à la Cité historique en 3 jours. Et là, j'ai commencé à feuilleter les documents que m'a donné Anne-Marie Belenguès. Et il y avait donc 2 catalogues entiers d'articles et d'extraits d'ouvrages consacrés à l'histoire de Cabreton. Et plus je feuilletais ça, plus je subodorais du viking un peu partout. Et cela aboutit, dès 2005, pratiquement 1 an plus tard, à la publication d'un ouvrage. Ça a été très rapide. Un éditeur normand a entendu parler de mes travaux et il a dit « je veux vous publier ». Et donc en 2005, je publie mon premier ouvrage, Le secret des Vikings. Mon ambition alors était juste d'attirer l'attention des historiens sur une période qui visiblement, manifestement, avait été un peu, on va dire, occultée. Et je n'avais pas d'ambition de faire carrière. C'est pour ça d'ailleurs que ce livre, il est très dur à lire, parce qu'il est très confus, enfin pas très confus, mais très, très chargé en informations. Je ne pensais pas d'écrire d'autres livres derrière. Et à ma grande surprise, les historiens n'ont pas accueilli avec un grand enthousiasme cet ouvrage, et même l'ont sévèrement critiqué. Et parmi les critiques qui m'étaient faites, il y en avait une qui concernait le fait que je ne prouvais pas qu'il avait existé une Gascogne scandinave, et le second était plus, on va dire, philosophique. Il partait du principe, monsieur, vous ne pouvez pas avoir raison contre tout le monde, donc vous avez tort. Alors, je décide, manifestement, puisque personne n'allait prendre le sujet en main, de répondre à la première question. Comment prouver que les Vikings sont installés en Gascogne? Alors, quand on étudie le monde scandinave, ce n'était pas de grands bâtisseurs, mais partout où ils sont allés, et notamment en Angleterre et en Normandie, ils ont laissé des noms de lieux. C'est comme ça qu'on connaît à peu près l'emprise des Vikings dans ces pays-là. Et donc, la logique voulait que si, comme je le pensais, les Vikings étaient restés pendant 140 ans en Gascogne, ils aient laissé des noms de lieux d'origine scandinave. Et donc, ce deuxième ouvrage allait chercher les noms de lieux d'origine scandinave. Et ça a été très vite. Vous prenez Ondre, en Normandie, vous avez Ondreville. En Grèce, Angreville. Bénès, Benneville. Seignos, Senneville. Messanges, Messangueville. Contis, Conteville. C'était les mêmes radicaux. La Gascogne et la Normandie avaient les mêmes radicaux. Et donc, j'avais dit, si je trouve 200 noms de villages, j'aurai suffisamment d'éléments pour dire, effectivement, les Vikings se sont installés. J'ai arrêté de compter à 2000. Aujourd'hui, je suis à près de 3000. Et à ma grande surprise, alors que je pensais trouver ces noms en Gascogne, eh bien, j'ai dû les suivre partout où ils m'ont emmené. Ils m'ont emmené dans les Pyrénées, ils m'ont emmené dans le Massif central, jusque dans les Alpes. Et j'ai écrit donc ce second ouvrage qui a été publié par Hugo avec sa maison d'édition Iago de Cabreton. Et puis, les années ont passé, j'avais d'autres activités, et puis il y avait toujours cette question qui me turlupinait, oui, monsieur, vous ne pouvez pas avoir raison contre tout le monde, donc vous avez tort. Et donc là, j'ai recommencé à étudier la question, mais cette fois-ci non plus pour chercher des informations sur les Vikings, mais savoir à quel moment les spécialistes avaient pris une bifurcation qui les avait éloignés de la Gascogne. Et c'est là que j'ai découvert qu'en 1911, lorsqu'il a été question de célébrer le millénaire de la fondation de la Normandie, on a demandé aux historiens normands d'écrire les invasions vikings en France. Et il se trouve que depuis 1870, avec la perte de l'Alsace et de la Moselle, la France était submergée par une vague anti-germanique qui a littéralement balayé les Vikings, puisque eux étaient considérés comme des Germains. Et donc en 1911, nos historiens normands, ils sont là, mais ça fait 40 ans que personne n'a rien écrit sur les Vikings. Ils vont se tourner vers Ferdinand Lotte, qui est le seul Français qui a vraiment étudié la question, et celui-ci va dire, ben non, je n'écris rien sur les Vikings, parce que, en fait, il y a un Allemand, Walter Vögel, qui a écrit un ouvrage remarquable sur les invasions vikings en France, et je m'incline, je n'écrirai pas ma version française. L'ouvrage de l'allemand, c'est, vous prenez des notes, Die Normannerne
und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie. Je vous le dis en allemand parce qu'il n'a jamais été traduit en français. C'est une victime collatérale de Sedan, il n'a jamais été traduit en français ce livre. Nos normannistes étaient également germanistes et donc ils lisent cet ouvrage. Et dans cet ouvrage, Walter Vögel va faire une remarque qui va profondément marquer la recherche française. Il va faire le constat qu'en 843, Nantes est pris par des Westfaldingi. Alors les Westfaldingi, ce ne sont pas des Danois, ce sont des Norvégiens du Westfold. Le Westfold, il est là. Et donc, Walter Vögel va émettre l'idée que ces Danois, ces Norvégiens qui viennent attaquer Nantes ne sont pas venus du Danemark, mais d'Irlande. Il va dire, on sait que les Danois vont ravager les pourtours de la mer du Nord et les pourtours de la Manche, mais dans le golfe de Gascogne, a priori, ce sont des Norvégiens qui seraient venus d'Irlande. Et il va émettre l'hypothèse qu'en France, on aura eu les Danois au nord de la Loire et au sud de la Loire, des Norvégiens. En 1911, nos historiens normands sont pressés. Ce qui les intéresse, ce sont les fondateurs de la Normandie. Et donc, ils vont dire, on va étudier ce qu'ont fait les Danois. En 1911, on étudie ce qui se passe au nord de la Loire et au sud de la Loire. Ce n'est pas leur affaire. Et encore en 1971, Lucien Musset, dans son ouvrage « Deuxième vague des invasions germaniques », continue d'écrire que dans le golfe de Gascogne, sur la Garonne et sur l'Adour, ce sont des Norvégiens qui réalisent des raids sans lendemain et qui donc n'ont aucun intérêt. Et cette vision est toujours d'actualité aujourd'hui. Vous demandez à un historien normand, il vous dira « les invasions vikings, c'est au nord de la Loire, au sud, il ne s'est rien passé d'intéressant ». Et donc, fort de ce constat, on comprend mieux pourquoi les historiens normands n'ont pas étudié ce qui se passait au sud de la Loire. Mais au sud de la Loire, il y avait également des historiens gascons. Et là, quand on commence à... gascons ou aquitains, ou élargis, on va dire, et là, quand on commence à reprendre leurs travaux, on découvre des choses très intéressantes. Jules Michelet, le grand Jules Michelet, va dire « les Normands vont surtout attaquer le nord de la France. Dans le sud, la Garonne, la Dordogne et la Dour sont des fleuves beaucoup trop violents pour eux, et ils vont préférer la Loire et la Seine. » Donc, on connaît un peu les Vikings, on se dit, bon, c'est pas vraiment le genre de péril qui vraiment va les inciter à éviter l'Aquitaine qui était, du temps des Romains, la plus belle province de l'Empire. Camille Julien va dire, pour les Normands de la Loire, la Dordogne formait une frontière infranchissable. Ils ne sont pas allés au sud. Bernard Saint-Jour va nous dire, ah, mais les bateaux vikings ne sont pas rentrés par le Boucau de Misan, le Boucau de Contis ou le Boucau d'Uchette, parce qu'ils se seraient ensablés en moins d'une semaine de séjour. Un drakkar, c'est fait pour s'échouer n'importe où. Une pinasse, c'est un petit drakkar. Le jour où les pinasses s'ensableront en moins d'une semaine, on aura un problème. Le dernier en date, c'est Frédéric Boutoul, qui en 2008 nous dit, ben voilà, les Vikings n'abordent l'Aquitaine que par accident. Quand ils passent au large, ils sont happés par la Gironde, et puis ils rentrent. Mais ce sont des marins malchanceux. Bon, ces marins malchanceux, ils iront prendre Toulouse, ils iront prendre Paris, ils seront happés par le détroit de Gibraltar, et ils iront prendre Pise, et ils iront jusqu'à Constantinople. Bon, évidemment, cette version qui dit l'Aquitaine a été épargnée parce que les Vikings étaient incapables d'aborder ce littoral hostile, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux, mais c'est la seule explication qu'ont trouvé les historiens pour expliquer pourquoi la Gascogne et l'Aquitaine en général n'avaient pas été touchés par les invasions. En réalité, quand on prend les textes, on découvre qu'en 840, les Vikings vont lancer une grande offensive qui va provoquer la chute des 12 cités de Gascogne. Les 12 cités de Gascogne, elles s'étendent de Bazas jusqu'à Bayonne et jusque de l'autre côté à Saint-Lizier. On est en Ariège, à 100 km de la Méditerranée. L'invasion de la Gascogne va faire 250 km du nord au sud et 250 km en profondeur. C'est la plus grande offensive jamais connue durant l'histoire des invasions.
Et le cartulaire de l'Escarpe nous dit, non seulement ils prennent les cités, mais ils en éliminent les évêques. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évêque, ce n'est pas simplement un ecclésiastique. Du temps de l'Empire romain, lorsque l'Empire va se convertir au christianisme, l'Église va organiser son administration sur le modèle, son organisation sur le modèle de l'Empire romain. Dans chaque cité romaine, il y aura un évêque, et dans chaque capitale régionale de province, il y aura un archevêque. Lorsque l'Empire romain s'effondre au 5e siècle, l'administration romaine disparaît, mais l'administration religieuse subsiste. Et c'est forcément sur cette administration religieuse que les pouvoirs, les Wisigoths, puis les Francs, vont tenter de maintenir une organisation étatique. Et du coup, les évêques sont devenus des relais du pouvoir politique. Ce sont des courroies de transmission, c'est eux qui consignent par écrit et qui font des rapports et qui font appliquer les ordres, etc. Et donc, les évêques représentent le pouvoir politique. En Gascogne, ils éliminent les 12 évêques de Gascogne. Ça veut dire que ces pillards, en faisant ça, ils ne se comportent pas en pillards de monastère, ils se comportent en envahisseurs qui prennent le contrôle politique d'un pays. Alors, une question qui se pose, c'est pourquoi les Vikings investissent la Gascogne en 840. Et là, on va un peu revenir en arrière et on va expliquer ce qui se passe à l'époque en Europe. On va faire une approche commerciale. Donc, lorsque l'Empire carolingien s'organise, il va profiter de deux routes commerciales, une qui part de Venise, une autre qui part de Marseille, et qui remonte jusque sur le Rhin. Là, des commerçants frisons, là c'est la Frise, des commerçants frisons vont répandre les marchandises en provenance de Méditerranée sur la côte anglaise et jusqu'au Danemark. Cette route commerciale va prospérer et va faire la fortune de l'Empire carolingien, et notamment de Dorstad, qui va être la capitale économique de l'Empire. C'est cette ville qui va permettre le financement des palais d'Aix-la-Chapelle et des palais qu'il y a autour. Cette prospérité carolingienne va avoir un impact sur le monde scandinave. À l'époque, le monde scandinave est en gros dominé par 3 rois. Il y a un roi de Suède qui contrôle la ville commerciale de Birka et qui contrôle tout le commerce de la Baltique vers l'Orient, vers l'Est. On a le roi d'Edby, qui est le roi danois, qui lui contrôle la route entre mer du Nord et Baltique et qui tire toute sa prospérité de ce commerce. Et là, à Kopang, ou Skiringsal, on a un autre roi qui est un peu plus en retrait, mais qui est également très puissant. Et donc ces 3 rois sont dans un jeu d'équilibre. Mais au moment où se développe la route carolingienne, le roi d'Edby va devenir de plus en plus riche et de plus en plus puissant. Et sa puissance va peu à peu s'étendre sur tout le sud du continent et commencer à atteindre cette région-là. Chez les Vikings, chez les Scandinaves, le roi est élu. Il tient sa puissance de sa richesse. S'il est capable de financer un train de vie intéressant à ses suivants, on vote pour lui. S'il n'est plus capable de leur fournir des richesses, il est démis et c'est un autre qui est élu à sa place. Et donc, le roi qui règne sur le Vestfold, il comprend vite que le roi danois, un jour ou l'autre, va être suffisamment puissant pour lui prendre son royaume et se présenter comme roi et être élu, parce qu'il sera évidemment beaucoup plus riche que lui. Et ce roi comprend aussi que son pays est en dehors des grandes routes commerciales, et que jamais la prospérité et le commerce ne viendront chez lui. Et alors, la seule manière pour lui d'arriver à rééquilibrer les choses, c'est d'aller chercher le commerce là où il est. Et plutôt, il va partir avec ses bateaux, et plutôt que de commercer avec Dorstad, où il y a déjà les Frisons et les Danois qui sont, plutôt que de descendre, il va descendre jusqu'ici, en dehors de l'Empire carolingien. Et l'intérêt de la région, c'est qu'il peut avoir accès aux marchandises en provenance de Méditerranée qui prennent la route de Tortosa, mais de Tarragone jusqu'à Oyasso ou Fontarabie. Le commerce méditerranéen passe par là, et ce chef viking dit « Bon, ben, je ne peux pas avoir le commerce ici, mais je peux l'avoir là, c'est plus loin, mais il y a moins d'intermédiaires, et donc financièrement, ça le fait. » Et dès 795, on a un auteur arabe, Ibn al-Athir, qui dit « Le roi
des Asturies va mener une guerre, enfin, va se défendre contre une attaque des Sarrasins. Et pour l'aider, il va faire appel au roi de Pampelune et aux Mayus qui sont installés sur sa côte. Les Mayus ou les Majus, c'est le nom que les Arabes donnaient aux païens d'origine scandinave. Or, la côte du roi de Pampelune, c'est la Gascogne. C'est-à-dire qu'en 795, 45 ans avant le début des invasions, un texte arabe nous dit, voilà, les Vikings sont déjà installés en Gascogne. Les invasions n'ont pas commencé, ils sont là pour des raisons commerciales. Et donc, sur cette route, comment est-ce qu'ils naviguent, nos amis vikings? Eh bien, en fait, ils ont des flottes de guerre, mais surtout de commerce à l'époque, qui se déplacent uniquement à la voile. Et ils naviguent de jour en longeant les côtes. Et tous les soirs, ils touchent terre pour donner un repas chaud aux hommes, et puis parce qu'il n'est pas question de naviguer le long d'une côte la nuit. Donc, ils vont baliser la côte et avoir des points de chute tout le long de la côte. On connaît un de ces points de chute, puisqu'en 799, 115 Danois sont tués à l'île de Noirmoutier. Ces Danois, ils ne viennent pas chercher du sel à Guérande, c'est un convoi commerçant qui descendait dans le sud jusqu'en Gascogne. Et sur cette route, donc, ils vont développer cette route commerciale norvégienne qui va venir doubler, si on veut, la route carolingienne qui fait la fortune des Danois. Et là, on est en 795. Alors, pour comprendre l'attaque de 840, je suis désolé, mais je vous fais de l'histoire un peu violente. Alors, oui. Ah oui, d'accord, ça marche. Donc, ils vont se trouver confrontés à l'Empire franc. Voilà. Pour comprendre la situation politique, nos amis danois vont longer les côtes, donc, je dis danois, du Vestfold, vont longer les côtes, descendre comme ça jusqu'en Gascogne. En 800, Charlemagne est couronné empereur. En 814, il disparaît et son fils, Louis le Pieux, devient empereur à son tour. En 817, Louis le Pieux va partager l'empire entre ses fils. Il va donner la Lotharingie et la Francie médiane à Lothaire, qui devra co-empereur du reste. La partie orientale est donnée à Louis, qui va devenir roi de Bavière, ce sera Louis le Germanique. Et la partie l'Aquitaine va être donnée à Pépin Ier d'Aquitaine. Ça, c'est en 817. En 819, Louis le Pieux se remarie. En 823, il a un quatrième fils, Charles le Chauve. Et en 823, il va dire à ses fils du premier mariage, on oublie le premier partage, on va refaire le partage. Ce que n'acceptent pas les frères aînés. Alors on va dire que ce sont des mauvais coucheurs. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le quatrième fils, a priori, n'est pas un fils de Louis le Pieux. Judith était une très belle femme, qui avait 40 ans de moins que son mari. Elle a rencontré un charmant jeune homme, un charmant monsieur, Bernard de Septimanie, qui était comte de Toulouse. Et a priori, elle a eu cet enfant avec avec Bernard de Septimanie. Elle sera emprisonnée et Louis le Pieux décidera de trancher la question en la faisant jurer devant Dieu que tout ça n'est que mensonge. Judith jurera, donc Louis le Pieux, il pardonne forcément. Par contre, ses frères, ses fils, eux, ils savent très bien à quoi il en retourne. Et donc, ils refusent le partage avec le quatrième frère, qui n'est du coup pas leur frère. Et ils vont renverser leur père une première fois en 830, une deuxième fois en 833. Et Lothaire, qui régnait sur tout ça, on va lui enlever la Frise. Son père va lui dire, tu restes en Italie, la Frise, je la donne à mon fils Charles le Chauve. C'est à ce moment-là que débutent les invasions en Frise. Le jour où il perd la Frise, les invasions commencent en Frise. En fait, c'est Lothaire qui demande à ses amis danois, à ses mercenaires danois, de commencer une guerre contre les intérêts de son petit frère, entre guillemets. Les Vikings vont longer les côtes d'Aquitaine. Quelles sont leurs relations avec l'Aquitaine? L'Aquitaine est contrôlée par Pépin d'Aquitaine, qui est en guerre contre son père. Son père veut reconquérir l'Aquitaine
pour donner l'Aquitaine à son fils Charles le Chauve. Excusez-moi, c'est compliqué là. Et il a des commerçants païens qui longent depuis des décennies les rivages de l'Aquitaine. Que va faire Pépin? Est-ce qu'il va provoquer des conflits avec ces commerçants qui voyagent pacifiquement, qui amènent des marchandises, qui embarquent des marchandises, qui ouvrent des marchés, ou est-ce qu'il décide de passer les traités avec eux? Étant en guerre avec son père, il ne va pas en plus s'ajouter des ennemis sur son littoral. Donc, en toute logique, Pépin d'Aquitaine, Pépin Ier, va passer les traités avec les Vikings qui longent les côtes. Eux, ce qu'ils veulent, ce sont des escales, éventuellement des endroits, des bases où ils peuvent stocker leur flotte et ouvrir des marchés. Pour Pépin, c'est complètement gagnant puisque toutes les marchandises qui transitent, il va toucher des droits de douane. Et donc, les Vikings vont nouer des contrats, des traités avec Pépin d'Aquitaine. En 838, Pépin d'Aquitaine meurt. Et les Aquitains, les grands d'Aquitaine, vont choisir son fils, Pépin II, pour lui succéder. Dans le même temps, Louis le Pieux il va choisir Charles le Chauve, son 4e fils, pour lui succéder. Et donc en 839, l'Aquitaine a 2 rois. Pépin II d'Aquitaine, choisi par les Aquitains, et Charles le Chauve, choisi par son père. En 839, l'empereur décide qu'il y a un roi de trop. Et il va mener une offensive en Aquitaine pour capturer son petit-fils. Il parviendra à capturer Pépin II en novembre 839, et il va revenir à Poitiers pour hiverner. Son objectif, au printemps 840, finir de reconquérir l'Aquitaine, soumettre les derniers rebelles qui soutiennent Pépin II et éventuellement chasser les hommes du Nord qui sont installés sur les côtes. Et les hommes du Nord qui sont installés sur les côtes n'ont aucune envie de perdre les bases qu'ils possèdent. Et au printemps 840, alors que Pépin d'Aquitaine est prisonnier à Aix-la-Chapelle, les Danois investissent la Gascogne. Ils ne s'emparent pas du domaine de Pépin d'Aquitaine, ils prennent le contrôle du pays pour empêcher qu'il tombe entre les mains de Louis le Pieux. En fait, ils ne nuisent pas à Pépin d'Aquitaine, ils protègent ses intérêts. Et donc l'invasion de l'Aquitaine correspond à un objectif politique très clair, protéger toutes leurs implantations sur la côte gasconne. Il va y avoir ensuite une deuxième étape qui va arriver 4 ans plus tard. En 844, une flotte viking remonte la Garonne et atteint Toulouse. Les chroniqueurs francs retiennent qu'il s'agit d'une attaque de pillage classique visant Toulouse. En réalité, ce que maintenant on sait, c'est que les Vikings, ils sont présents en Gascogne depuis 840. En 840, ils sont arrivés jusqu'à la Garonne et là, ils attendent. En face, les Aquitains ont massé leurs armées pour les bloquer. La Garonne est devenue une ligne frontière. Un autre endroit où il y a une résistance, c'est dans les Pyrénées, où le comte de Gascogne, soutenu par le roi de Pampelune, résiste aussi. Et donc, les Vikings de Gascogne ont 2 fronts à combattre. En 844, lorsque la flotte remonte, on est tous omnubilés par cette traversée. En réalité, la flotte va profiter de son passage pour embarquer les troupes qui sont sur la rive gauche et les déposer sur la rive droite, derrière les lignes aquitaines. Ils vont prendre les militaires d'un côté et les déposer en amont sur le Lot et sur le Tarn. Et l'offensive qui s'était arrêtée en 40 sur la Garonne traverse la Garonne, et les noms de lieux disent clairement qu'elle va non seulement traverser le Massif central, atteindre la vallée du Rhône, mais aussi envahir les Alpes et toucher Avenches. Alors pourquoi est-ce qu'ils mènent cette offensive? On voit sur cette carte une route. C'est la route de la traite des esclaves franques. Cette fois-ci, on va faire une approche commerciale. Charlemagne, lorsqu'il est empereur, va mener des guerres visant à soumettre le nord païen, où il y a des Saxons et des Slaves. Après la déconvenue de l'explosion de l'islam, l'Église doit redorer sa croix. Et on va demander à Charlemagne de relancer le christianisme. Et la terre la plus facile à conquérir, ce sont les terres païennes qui sont là. Et donc Charlemagne va commencer à mener des guerres de conversion. Au début, il commence par exécuter ses prisonniers, puis il les ampute, il les éborgne, et puis finalement, il fait le calcul qu'il est plus rentable de les vendre.
Et donc, ces esclaves saxons vont être rassemblés dans différentes villes et acheminés vers Verdun, puis Lyon, où ils seront transformés en eunuques. Les Slaves, c'est pareil, ils passent par Ratisbonne, Avenches, ils arrivent à Lyon. À Lyon, ils descendent la vallée du Rhône, et à Arles et à Nîmes, ils sont embarqués pour rejoindre l'Espagne. L'Espagne, dont l'émirat, richissime, a un énorme besoin d'esclaves. Cette route de la traite va prospérer jusqu'en 814. À la mort de Charlemagne, les guerres de conquête sont plus à l'ordre du jour. Louis le Pieux, son fils, hérite d'un empire qui a été conquis par la force et où il y a de nombreux peuples qui ont envie de se débarrasser des Francs. Il y a les Bretons, il y a les Frisons, il y a les Saxons, il y a les Aquitains. Partout, l'empire craque, plus les conflits avec ses fils. Et donc, Louis le Pieux va commencer à mener des guerres, non plus de conquête en dehors de l'empire, mais des guerres au sein de l'empire. Et les prisonniers, désormais, ce sont des chrétiens. Or, il est hors de question d'envoyer des chrétiens chez les musulmans pour devenir esclaves. Et donc Louis le Pieux va interdire peu à peu la traite des esclaves vers l'Espagne. De la même manière, Charles le Chauve va poursuivre cette politique et peu à peu, tout ça s'arrête. Mais cette situation va provoquer un énorme problème à Cordoue. Ils ont vraiment besoin d'esclaves et là, ils sont au bord d'asphyxie économique. Mais coup de chance, dans cette région-là, il y a des commerçants qui sont là depuis des décennies, qui essaient de commercer et d'obtenir des marchandises de Méditerranée, de la soie, les parfums, les épices, tout ce qu'on peut imaginer de magnifique. Mais de leur côté, ils n'ont que de l'ambre, de la fourrure, du miel, c'est-à-dire des marchandises qui ne leur permettent pas d'équilibrer leur balance commerciale avec le monde méditerranéen. Et là, voici qu'en renonçant à traiter des esclaves, ils résolvent une équation. Et attendez, eux, ils veulent des esclaves, nous, on a des bateaux, et les coups de main ne nous font pas peur. La seule chose, c'est de trouver des esclaves. Or, des esclaves, les Vikings savent où il y en a. En Irlande, il y a une multitude de clans qui se font des guerres incessantes. Et depuis des décennies, les chefs de clans vendent aux commerçants scandinaves leurs prisonniers de guerre qui sont acheminés vers la Scandinavie. Nos Vikings gascognes disent eh ben, ceux-là, on ne va plus les acheminer vers la Scandinavie, on va les amener directement en Espagne. Et pour que cette route fonctionne à plein, il faut empêcher celle-ci de fonctionner. Et lorsqu'ils investissent la rive droite de la Garonne et qu'ils atteignent la vallée du Rhône, ils atteignent le point névralgique du commerce franc dont ils vont pouvoir, pas prendre le contrôle, mais au moins contrôler le développement. Il y a une autre raison, c'est que nos amis vikings ne sont pas simplement trafiquants d'esclaves, ils sont aussi commerçants tout court. Donc, alors attendez. On va faire ça, voilà. On revient sur notre première carte. On le voit, le commerce de Venise et de Marseille passe par la région lyonnaise et les Alpes pour rejoindre le Rhin. Nos amis vikings vont envoyer leurs esclaves au sud en Espagne, mais ils vont vouloir aussi accéder à la Méditerranée. Ils vont vouloir créer une route commerciale. Pour que leur route fonctionne, il faut empêcher celle-ci de fonctionner. S'il y a deux routes, ils ne vont pas être aussi efficaces que s'ils ont un monopole et peuvent fixer les prix. Et donc, prendre le contrôle de la Gascogne va leur permettre de créer une route, et les invasions sur cette partie-là vont avoir pour objectif principalement de bloquer l'autre route. Et donc, on voit que dès 844, les Vikings ont une vision très précise, commerciale et politique de leur projet. Je ne vais pas développer sur la Méditerranée ce qui se passe en Russie, mais on va revenir en Gascogne. Et en Gascogne, les choses vont changer à partir de 858. En 858, le chef viking qui a investi la Gascogne et qui se nomme Bjorn, c'est le fils de Ragnar, ceux qui connaissent la série télé voient à peu près de qui je parle, Bjorn va choisir de s'installer en Gascogne. Guillaume de Jumièges nous dit qu'il avait pour mission de trouver une résidence au-delà des mers. Aucun historien n'a jamais cherché à savoir où s'était installé Bjorn. La réponse, elle est ici, dans la
dans la région commerciale la plus intéressante d'Europe. La plus intéressante, pourquoi? Parce qu'à Gibraltar, ils ne peuvent pas passer, parce qu'il y a l'émir de Cordoue qui bloque le détroit. Alors les flottes de guerre peuvent passer, parce qu'elles se déplacent à la rame, mais les flottes commerciales qui se déplacent à la voile sont trop exposées aux attaques sarrasines. Et donc, ne pouvant passer facilement par Gibraltar, ils vont décider de franchir et de rejoindre Méditerranée par l'isthme aquitain. Et en 858, Björn, le chef viking de Gascogne, se présente sur la Seine et va écraser Charles le Chauve. Il va attaquer sur le Rhin, il va attaquer sur la Seine, il va attaquer sur le Loire, il va attaquer en Aquitaine. Pendant 3 années, toutes les cités franques tombent sous le contrôle des Danois. Et le royaume de Charles le Chauve est à l'agonie. Il ne contrôle plus rien. C'est l'anarchie complète. Et il se produit un miracle. Bernon, le duc des Normands de la Seine, vient voir Charles le Chauve à son palais de Verberie, à côté de Compiègne, et il fait sa soumission. Il est évident que quand un chef viking qui vient de vous laminer vient faire sa soumission, ça a un autre nom, ça s'appelle un traité de paix. Et les textes francs ne disent pas la contrepartie qu'obtient Björn ce jour-là. Et certains historiens disent qu'il a dû donner de l'argent. Mais inutile de dire que son royaume étant exsangue, il n'avait aucune rentrée d'argent, il dépensait beaucoup d'argent, il n'avait rien à donner à Björn. La seule chose qu'il a pu donner à Björn, c'est un pays. Un pays qu'il donne d'autant plus facilement qu'il ne le contrôle pas du tout, puisque c'est un pays qui est dominé par Pépin II, son rival. Et à ce moment-là, en 858, le traité de paix que Björn passe avec le roi des Francs lui accorde la domination diplomatique, pas simplement militaire, mais diplomatique, une reconnaissance diplomatique d'une Gascogne scandinave. Cette situation, Björn va, entre guillemets, surfer dessus. Il vient de battre le roi des Francs, et en 858, les Danois, les Vikings, vont à Pampelune, prennent Pampelune, et capturent le roi de Pampelune. Et ils le gardent une année entière prisonnier. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que le roi de Pampelune contrôle Ibanieta, le Somport et le Pourtalais, ce qui oblige les Vikings à traverser les Pyrénées par le Val d'Aran et le col de Bonnégois, la vallée de l'Ariège et la vallée de la Garonne. Mais évidemment, ça les arrangerait beaucoup d'avoir aussi les cols occidentaux. Or, le roi de Pampelune soutient le comte de Gascogne et l'empêche les Vikings de passer. Donc, ils vont capturer le roi de Pampelune et le garder une année entière prisonnier. Et pendant cette période, ils ont tout le temps de lui expliquer la situation. Nous sommes voisins, on va rester pour un certain temps, le roi de France vient nous accorder le pays, on peut continuer à faire la guerre et ça n'en finira jamais, ou on fait la paix, et la route commerciale qui passe par Pampelune, on te la réceptionne à Bayonne, et tout le monde gagne de l'argent. Le roi de Pampelune a vite fait son calcul, et dès qu'il est libéré de prison, il va changer complètement de politique. Alors, je suis conscient que là, on a beaucoup d'entités politiques et que c'est très compliqué à comprendre, mais bon. Le roi de Pampelune était allié avec l'émir de Saragosse. Et les Vikings vont lui demander d'arrêter son alliance avec l'émir de Saragosse et de s'allier avec leur copain, le roi des Asturies. Cette union entre Pampelune et les Asturies, les historiens espagnols considèrent que c'est le début de la Reconquista. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les deux royaumes vont commencer à avancer vers le sud et reconquérir les terres sarrasines. Et ce changement est intervenu juste après la capture du roi de Pampelune par les Scandinaves. Il est évident que ces Scandinaves ne sont pas arrivés en bateau en remontant l'Èbre comme certains le pensent. Ils sont venus de Bayonne et ils ont traversé les montagnes à pied. Alors justement, c'est un détail qui compte. On voit dans toutes les Pyrénées, bon, j'ai trouvé plein de noms scandinaves, toutes les vallées pyrénéennes sont truffées de noms scandinaves, soi-disant, alors certains vont vous dire qu'ils sont très antiques, moi je vous dis non, ils ont tous une tradition scandinave. Et cette présence signifie une chose, c'est que les Scandinaves qui sont là, ce sont des montagnards. Ce ne sont pas des Danois, tout ça ce sont des plaines, la plus haute montagne du Danemark a fait 173 mètres, ce ne sont pas des Danois qui sont là, ce sont des Norvégiens, des montagnards. Et ces montagnards, évidemment, ne regardent pas les Pyrénées comme une barrière infranchissable. Parce que quand ils voient les Pyrénées, ils voient des cols qui donnent accès à l'Espagne et derrière à la Méditerranée. Et donc, pour eux,
Lorsque vous demandez à un historien, ils vous diront toujours « Ah, mais ce sont des peuples primitifs qui se replient dans les montagnes, qui sont des zones pauvres et qui n'intéressent personne ». Mais les Vikings, ils ne regardent pas les Pyrénées comme des agriculteurs, ils les regardent comme des commerçants. Et ce qui va les intéresser, ce sont l'école et le commerce que ça représente. Et c'est la raison pour laquelle ils vont investir sérieusement les Pyrénées et les vallées du Massif central également. Donc ça, on est en 858. En 876, l'évêque de Bordeaux abandonne son poste, car il ne supporte plus de vivre parmi les païens. Le pape lui demande d'y retourner, il refuse. La demande du pape est réitérée en 886, et le Frotter, l'évêque de Bordeaux, refuse toujours de revenir à Bordeaux, à cause des Vikings. Ça veut bien dire qu'ils sont toujours là, après 46 années de présence. En 892, le pape demande à l'évêque de Rouen, qui parle la langue des Danois, de venir évangéliser la Gascogne. Il s'agit de Léon. Léon qui sera martyrisé à Bayonne. Et ce qui est intéressant, c'est que la légende de Bayonne, de Léon, nous dit que quand il arrive, il va convertir massivement les gens de la région et que ces conversions massives vont déranger les chefs qui sont païens, et ce sont les chefs païens qui vont exécuter Léon. Vous êtes à peu près d'accord sur cette interprétation? Et en fait, ce qu'il faut savoir avec le monde scandinave, c'est que il fonctionne en assemblée. C'est-à-dire que toutes les décisions sont votées. Si l'assemblée décide de se convertir, tout le monde, à la majorité, tout le monde se convertit. Si la majorité décide qu'il n'y a pas de conversion, personne ne se convertit. Or là, la légende nous dit que les prêches de Léon amènent beaucoup de conversions. Ça veut dire que l'assemblée des Vikings de Gascogne a voté pour la conversion et qu'ils sont prêts à devenir chrétiens. Et c'est leur intérêt. En devenant chrétiens, ils ont déjà eu une reconnaissance diplomatique, là ils auront une reconnaissance religieuse, ils deviennent une minorité chrétienne protégée par Rome, puisque Léon est le légat du pape, et donc ils ont tout à gagner à la conversion. Par contre, il y en a un qui n'a rien à gagner à la conversion des Scandinaves, c'est le comte de Gascogne. Le jour où les Scandinaves sont convertis au christianisme, il ne pourra plus présenter sa guerre de reconquête comme une croisade contre des païens. Ça deviendra une guerre d'agression contre une minorité chrétienne protégée par le pape. Il n'aura plus aucune légitimité pour reconquérir la Gascogne. Et donc, pour savoir qui a assassiné Léon, il faut poser la question à qui profite le crime. Et le crime profite clairement au comte de Gascogne. Et ce n'est pas une hypothèse en l'air, puisqu'on sait qu'il va y avoir de très forts conflits entre les comtes de Gascogne et la papauté, et que le comte de Gascogne va créer sa propre église, avec ses propres évêques, ses propres abbés, qui n'ont pas d'évêché ni d'abbaye, puisqu'ils sont en phase de reconquête, mais il a déjà tout prévu. Et en fait, le comte de Gascogne court-circuite complètement la papauté après 892. Et donc, il y a un conflit ouvert, et il est vraisemblable que le pape a bien compris que c'était le comte de Gascogne qui avait demandé l'exécution de Léon. Dans les années 930, Bertrand Compagne, c'est le seul à en parler, mais il évoque une remontée de l'Adour par des Vikings, et il pense à un raid. En réalité, il y a tout lieu de penser que ces Vikings qui remontent l'Adour, c'est une nouvelle vague de colons, et ils viendraient a priori de Saintonge, puisqu'en Saintonge, ils sont chassés de l'île d'Oléron en 928. Une partie a dû remonter vers la Bretagne, qui était en phase de guerre de conquête. Les Vikings étaient en train d'essayer de fonder un royaume en Bretagne dans les années 930. Une autre partie a dû venir descendre en Gascogne. La Gascogne scandinave va prospérer avec ses deux routes commerciales. La traite va se poursuivre. Mais à partir des années 950, les choses se gâtent. Le calife de Cordoue, puisque l'émirat est devenu un califat, va positionner une flotte à l'embouchure de l'Èbre. Et apparemment, cette flotte va perturber la route qui permettait d'accéder à la Méditerranée. Et à partir des années 930 et jusqu'aux années 980, les historiens constatent, c'est marrant, il n'y a plus aucune attaque dans le nord de l'Europe. Pendant 50 ans, ça s'arrête. Mais si on regarde au sud, on se rend compte que toutes les attaques
ont lieu autour de l'Espagne et que les Vikings essaient désespérément de contourner l'Espagne et de rentrer. Ça veut dire une chose, ça veut dire que ceux qui ont ordonné cette attaque ont le pouvoir sur les Vikings dans toute l'Europe. Ça veut dire que ceux qui ont intérêt à cela, c'est les Danois de Gascogne, et que ce sont eux qui ont la haute main sur toutes les flottes qui ravagent l'Angleterre, la mer du Nord, la Manche, et c'est eux qui décident, maintenant, c'est l'Espagne. Donc ça veut bien dire qu'il y avait une entité politique très forte scandinave en Gascogne. L'autre raison qui va faire que la situation va très vite se détériorer pour les Vikings de Gascogne, c'est en 956, le roi des Asturies, par le jeu des alliances, va devenir roi de Galice. Or, la Galice, c'est le pays de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et l'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle n'a aucune envie de voir le roi des Asturies devenir roi de Galice. Car le roi des Asturies est un allié notoire des païens et des Scandinaves. Et c'est inimaginable pour l'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle d'avoir un roi allié de païens et d'imaginer des païens se baladant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en 966, le roi de Galice est assassiné par le comte Menendez sur ordre, a priori, de Cisnando, l'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle. Or, les Vikings, il y a un truc qui est plus fort qu'eux, c'est le devoir de vengeance. Alors quand vous perdez un chef au combat, bon, c'est pas de chance, mais quand votre ami et chef est assassiné, là, il n'y a pas à tortiller, il faut le venger. Et en 928, on a une flotte de 100 navires qui débarque en Galice, avec 8000 hommes, et qui ravage la Galice. Et qui finit par assassiner, exécuter Cisnando, l'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et cette exécution va sceller le sort de la Gascogne. Pour une raison toute simple, c'est que pendant des décennies, les Danois ont dit « Nous, on veut se convertir au christianisme, on veut devenir chrétien ». Le comte de Gascogne, de son côté, il dit « Non, non, c'est des fausses conversions, ils resteront toujours des païens, ils se convertissent pour vous faire plaisir, mais ce n'est pas une conversion honnête, on va dire ». Et le jour où ils assassinent Cisnando, le comte dit « Je vous l'avais dit, des vrais chrétiens n'auraient jamais assassiné l'évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est toujours des païens. » Et 3 ans plus tard, le comte de Gascogne se marie avec la reine de Navarre, et la reine de Navarre va soutenir son mari et ses droits sur la Gascogne. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2-3 années, la Navarre, qui était un allié historique des Vikings, devient un ennemi acharné. Et ce basculement d'alliance va sûrement prendre de court les Vikings de Gascogne, qui ont toutes leurs forces déployées sur la côte espagnole, et lorsque les Navarrais et les Gascons descendent dans la vallée pour venir déloger les Danois, ils vont venir jusqu'à Thalès, et à Thalès, il va y avoir l'affrontement. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent jusqu'à Thalès? Tout simplement parce que les Danois ont leur chef-lieu militaire à Castets. À Castets, ils contrôlent les 2 voies romaines qui remontent par la côte et par les terres jusqu'à Bordeaux. Et donc c'était un point fort. Ils avaient décidé, les Gascons, de les attaquer là. Les Danois vont les affronter et c'est un carnage effroyable. C'est un carnage effroyable. Certains historiens vous disent c'est sûrement un raid repoussé. La façon dont les textes nous décrivent cette bataille, et surtout l'apparition de Saint-Sever sur son cheval blanc aux côtés du roi, du comte de Gascogne, montre très bien qu'on est dans une symbolique de reconquista, comme c'était le cas en Espagne. Cette fois-ci, c'est sur les païens. Et si vous lisez bien le texte, vous vous rendez compte que cette bataille met fin à une domination qui a duré longtemps, et ce n'est pas simplement un raid repoussé. Les Vikings qui se trouvent en infériorité numérique avant une bataille, ils évitent la bataille, ils rembarquent et ils s'en vont. Là, ils ont accepté la bataille parce qu'ils venaient défendre quelque chose à quoi ils tenaient, c'est-à-dire leur terre. Ça faisait 140 ans qu'ils étaient en Gascogne, c'est plus longtemps que l'Algérie française. Ça faisait 6-7 générations qu'ils étaient gascons, entre guillemets, qu'ils se mariaient avec des gasconnes. Et donc, ils ne se sentaient plus du tout vikings, mais ils se sentaient gascons d'origine scandinave, entre guillemets. Et donc, cette bataille, on pourrait croire qu'elle a été définitive et qu'ils sont tous repartis. Non, ils ne sont pas repartis, ils sont restés. Et pas simplement les gens du peuple, certaines familles puissantes d'origine scandinave sont restées. Et quand le comte de Gascogne va remporter la bataille de Thalès, il va
également, 3 ans plus tard, refonder l'abbaye de Saint-Sevé. L'abbaye de Saint-Sevé, c'était la capitale politique de la Gascogne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner des terres à cette abbaye de Saint-Sevé. Il va donner des terres dans le Médoc et à Mimizan, qui sont 2 endroits où les Vikings étaient vraiment très forts, très nombreux. Et le sentiment que j'ai, et la déduction à laquelle j'arrive, c'est qu'après la bataille de Thalès, les Vikings se sont repliés sur les forts et les places fortes qu'ils détenaient, et des tractations ont commencé. Ils ont dit « Ok, on fait la paix, mais on ne veut pas être vos vassaux, ni vos esclaves, ni quoi que ce soit. » Et l'arrangement a consisté à dire « Eh bien, écoutez, on vous rattache à l'abbaye de Saint-Sevé, et l'abbaye de Saint-Sevé, on la rattache à Rome. Comme ça, vous n'êtes pas du tout dans une dépendance. » Pour des chefs scandinaves, c'était un deal acceptable. Et donc, ma déduction, je suis dans la déduction, je vous le dis franchement, c'est que toutes les terres que va recevoir l'abbaye de Saint-Sevé sont des terres qui étaient détenues par des Gascons d'origine scandinave, qui ont été vaincus à Thalès, mais qui, dans leur reddition, ont négocié cela. À l'issue de la bataille et de la libération entre guillemets de la Gascogne, le comte de Gascogne va prendre possession de la capitale économique du pays, qui est Bayonne. Bayonne a remplacé Fontarrabie comme terminus de la route méditerranéenne. Ce changement est intervenu pendant la période viking. Il reprend Bayonne, mais il va demander à les armateurs scandinaves et les commerçants scandinaves, ce sont quasiment les seuls qui sont partis. Pour eux, ce n'était pas un problème. Ils avaient des bateaux, ils avaient des relais, des comptoirs dans toute l'Europe. Ils sont envahis en Gascogne, ils prennent leur bateau, ils vont s'installer à Nantes, à Londres ou n'importe où. Ce n'est pas un problème pour eux. Les paysans, eux, sont restés, et puis certains seigneurs aussi. Mais donc, le comte de Gascogne va récupérer Bayonne. Mais les Scandinaves, les commerçants partent. Et certes, sa domination va être sur Bayonne, mais pas sur Cabreton. Et c'est là où on en vient un peu à la rivalité Bayonne-Cabreton. C'est que Bayonne devient une ville gasconne, alors que Cabreton reste largement, excusez-moi de vous le dire, mais une ville scandinave. Avec des chasseurs de baleines, des activités commerciales, et probablement des commerçants bayonnais qui préfèrent venir à Cabreton, qui échappe à la domination du comte de Gascogne, et qui préfèrent faire du commerce ici. Et évidemment, ce transfert économique vers Cabreton va empêcher Bayonne de s'épanouir. Et donc, tout l'objectif de Bayonne sera d'empêcher que Cabreton prospère trop et empêche Bayonne de se développer. Et toutes les interdictions qui suivront dans les siècles suivants et qui visent à empêcher Cabreton de se développer en faveur de Bayonne pourraient trouver là l'origine. Donc, on a ici Bayonne. Donc, je vous ai expliqué la fin des invasions vikings en Gascogne. Alors, je n'ai pas l'impression d'avoir respecté du tout ma démonstration. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié des choses, hein, ça je vous le dis. Alors, on va faire une petite pause. Là, je regarde mes notes. Donc, oui, ça repose aussi pour vous. Hein. L'installation sainte. Donc, effectivement, on refonde l'abbaye de Saint-Sevé. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont laissé les Vikings après cette période de 140 années de présence? Les Vikings, a priori, ne construisaient pas grand-chose, ils n'écrivaient rien, et donc un historien va vous dire que les Vikings ne laissent rien. Mais c'est normal, un historien, il travaille à partir des textes. Un archéologue vous dira autre chose, et un ethnologue éventuellement autre chose. Pour ma part, sans être un grand spécialiste, j'ai remarqué que les Vikings qui n'écrivaient pas étaient de bons juristes, de bons marins, de bons politiques. Les bons marins, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé ? Eh bien, ils nous ont laissé la chasse à la baleine. La chasse à la baleine, pratiquée par les Gaïla Punt ou les Agotak de Biarritz, était pratiquée par des hommes qui avaient un vocabulaire et des techniques de chasse scandinaves. Ils étaient régulièrement décrits comme étant des Visigoths, blonds aux yeux bleus, etc., sans peur. Bon. Donc la chasse à la baleine, a priori, est une activité purement scandinave. La raison qui me fait dire aussi que ce sont les Vikings qui ont développé la chasse à la baleine et que ce n'est pas uniquement des Basques qui ont lancé le truc, c'est qu'il y a quelque chose
qu'il faut bien comprendre avec la chasse à la baleine, c'est que si vous tuez une baleine et que vous vous retrouvez avec 10 tonnes d'huile, il faut pouvoir revendre cette huile. Si vous tuez 10 baleines, vous avez 100 tonnes d'huile. Il faut pouvoir revendre cette huile. Pour pouvoir revendre cette huile, il faut avoir des moyens de transport et une logistique. Il faut avoir un réseau de distribution. Or, les Basques, lorsqu'ils vont chasser la baleine, à d'autres époques, à aucun moment, ils n'ont eu les moyens d'avoir une logistique permettant de distribuer l'huile de baleine. Or, les Vikings vont avoir cette logistique avec leurs bateaux et surtout, ils vont avoir des clients. Qui vont être les principaux clients qui vont acheter l'huile de baleine? Ça va être les monastères et les abbayes. Et là, on vient à une question très délicate concernant les relations des Vikings avec l'Église. On nous présente toujours les Vikings comme des pillards de monastères. En fait, quand vous faites l'inventaire, il n'y en a pas tant que ça qui ont été pillés. Et puis, ils n'ont pas tous été méthodiquement pillés. Par exemple, l'abbaye de Landévennec, à côté de Brest, elle va être pillée en 913. Or, on sait que dès 795, ils sont en Gascogne. Ça veut dire que pendant 120 ans, ils sont passés devant l'abbaye sans la piller. Pour des pillards de monastères, il ne faut pas preuve de beaucoup de motivation. En réalité, ce dont on se rend compte, c'est qu'à chaque fois qu'ils pillent une abbaye ou un monastère, il y a derrière une dimension politique. Il y a une raison politique. Il y a une punition ou il y a le besoin d'entraver quelque chose. Mais en réalité, pour les Vikings, les monastères et les abbayes de France sont des unités de production à forte valeur économique. Ils peuvent vendre l'huile de baleine, de l'encre, du parchemin aux abbayes qu'ils achètent. Et les abbayes elles-mêmes, de leur côté, produisent des tissus, produisent des choses de cuir, des ceintures, tout ce qu'on veut, du vin. Et les Vikings sont des commerçants et leur intérêt n'est pas de ruiner une abbaye avec qui ils peuvent commercer, mais au contraire de la préserver. Autre chose, lorsque les Francs investissent la Gascogne, ils vont arracher les vignes, ils vont brûler Saint-Sevé. Lorsque les Vikings arrivent, ils ne détruisent pas les vignes. Pour eux, il est plus intéressant d'avoir un pays prospère qui produit du vin qu'on peut vendre plutôt qu'un pays ruiné. Et par contre, ils vont détruire les vignes dans la vallée de Seine. Parce qu'ils n'ont aucune ambition économique sur la vallée de Seine. Et au contraire, plus ils détruisent le vin de la vallée de Seine, plus ils vendront leur vin de Gascogne. Donc, quand on présente le Viking comme un pillard de monastère qui ne réfléchit pas, non. Mon originalité par rapport aux autres chercheurs, c'est que j'analyse ça avec une dimension commerciale. Ce sont des commerçants qui ont lancé les invasions et qui, même, on vous dit, ce sont des pillards de monastères. Si vous regardez les textes, dès le début des invasions, oui, ils vont prendre Lindisfarne, Jarrow, etc., quelques monastères en Angleterre, mais à partir de 833, ils vont prendre Dorstad, qui est la principale ville sur le Rhin. Après, en 1935, ils prennent Wittla sur la Meuse, Anvers sur l'Escaut. En 840, ils prennent Bayonne, ils attaquent Bordeaux. En 841, ils prennent Rouen sur la Seine. En 842, ils prennent Quintovic sur la Somme, sur la Canche. En 843, c'est Nantes. En 844, ils sont à Toulouse, ils prennent Lisbonne, ils prennent Séville. En 845, ils prennent Paris, ils prennent Hambourg, ils prennent Saintes. En fait, en 10 ans, ils vont prendre tous les ports de l'Atlantique entre le Jutland et Gibraltar. Pour des pillards de monastères, ça fait beaucoup. Dès le début, il y a une dimension commerciale dans les invasions, et cette dimension commerciale, eh bien, elle peut s'expliquer par tout ce que je vous ai raconté. Donc, on parlait des héritages maritimes des Vikings, on a parlé donc de la chasse à la baleine. Le corollaire de la chasse à la baleine, c'est le droit de varech. Vague grecque, les choses qui sont apportées par les vagues. Ce droit va être très important en Gascogne. Pas parce qu'il y a plus de naufrages qu'ailleurs, mais en Gascogne, on chasse les baleines. 2 baleines sur 3 harponnées réussissent à s'échapper, mais elles meurent en mer. Et leur cadavre est ramené à la côte. Or, en Gascogne, le seigneur qui possède la côte peut récupérer un tiers de la baleine, ce qui est un revenu commercial énorme. Et ce droit de varech est un droit typiquement scandinave. Autre particularité maritime en Gascogne, le clin. Les bateaux romains, celtes, gaulois sont à franc-bord. Les planches ne se chevauchent pas. En Gascogne, jusqu'en Galice, jusqu'aux Asturies, on va avoir une culture du clin, des bateaux de clin. Or ça, c'est une tradition typiquement nordique. Ces traditions maritimes vont également... on va également trouver des traditions nordiques dans la construction. Nos charpentes landaises ne sont pas triangulées.
les charpentes landaises, ça c'est une maison de Marquez, ce sont des charpentes, on va dire, primitives, où le poids va être porté par des piquets, et là il y a un piquet. Ça, cette ferme, elle ne porte rien. La triangulation qu'on connaît en Occident, elle vient de Méditerranée. C'est une technique purement méditerranéenne. Or, les charpentes landaises et les maisons scandinaves, et les maisons basques, ont des charpentes de type scandinave, basique, on appelle ça des structures par entassement. C'est une anomalie. L'architecture gasconne et basque est dite nordique. Ces traditions nordiques, effectivement, il faut se demander d'où est-ce qu'elles viennent. Voici un plan d'une maison landaise. Qu'est-ce qu'on voit? On a une longue pièce centrale avec un foyer et des chambres de part et d'autre. Je vous fais le même avec une maison viking. Vous avez une longue pièce centrale avec un foyer et pas de chambre, mais des banquettes. Mais c'est la même structure qu'une maison scandinave de base. Et alors là, on va couper là parce que je vais m'adresser aux Basques. Les Basques avaient un mot pour désigner une maison basque, c'est une etxea. Mais avant, ils avaient un autre mot qui était l'escalza. L'escalza. Et alors, j'avais lu ça dans un dictionnaire basque, et quand j'étais au Pays Basque, je demande escalza, escalza, ça vous dit quelque chose? Et l'année dernière, j'étais à un anniversaire au Pays Basque, du côté d'Arkang, et dans l'assistance, il y avait un agriculteur qui était également enseignant dans un lycée agricole. Et alors, il était basque, et je lui dis, escalza, ça te dit quelque chose? Bien sûr, ça me dit quelque chose. Il dit, c'est quoi escalza? Dans la maison basque, tu as la partie habitable devant, tu as les tables derrière, et entre les deux, tu as une pièce en terre battue, c'est l'escalza. C'est le cœur de la maison. Pourquoi est-ce que je demandais ça? Parce que le radical d'escalza, c'est escale. Or, le nom viking d'une maison, c'est scali. La scali va devenir l'escale. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est escaleria. Et escaleria, alors je demandais à Bayonne, ça veut dire quoi escaleria? Ah, c'est la terre basque, la terre basque. Ouais, d'accord. Et à un moment, je demande à un jeune, et puis il me dit, escaleria, c'est la terre maison. Ah bon? La terre maison, le homeland anglais, le heimat, la terre maison. Et en fait, euskal, c'est l'escalza, c'est la maison. C'est pas la terre basque, c'est la terre natale. Il se trouve que euskal pourrait être un mot d'origine scandinave. Les Vikings étaient des juristes. Ils vont laisser des traditions. Donc on a déjà parlé du droit de Varech, mais il va y en avoir d'autres. En Gascogne, on va par exemple avoir des assemblées d'hommes libres qui votent des lois. Pour siéger dans l'Assemblée basque, il faut être chef d'une etxea. Seuls les hommes chefs d'une etxea ont le droit de siéger. Dans le monde scandinave, c'était la même chose. Ces assemblées votaient l'impôt, elles rendaient la justice, etc., comme chez les Vikings. On va également avoir d'autres traditions. Pierre de Marca va nous parler du droit judiciaire gascon, de l'ancien droit judiciaire gascon. Il va nous parler du bannissement. Or, le bannissement est la sanction ultime dans le monde scandinave. Il n'y a pas de peine de mort, sauf dans le duel. Mais bon, il n'y a pas d'exécution a priori. Donc c'est le bannissement. Ça, c'est typiquement gascon. Pierre de Marca va parler du vergilt. Le vergelt, c'est le prix du sang. Vous assassinez quelqu'un ou vous le tuez par accident, pour interrompre la vendetta, on donne une somme d'argent à la famille pour enterrer la querelle. Ça, c'est typiquement scandinave. Il y a une autre tradition qui est intéressante, c'est le cri du bior. En Gascogne, quand un méfait était commis, on criait bior et tous ceux qui étaient aux alentours devaient venir au secours de la personne qui appelait à l'aide. Il s'agit du pendant du haro qui existait en Normandie. Or, le haro de Normandie est un appel à la justice de Rollon, fondateur de la Normandie. Si on procède par similarité, le cri du Bior ferait appel au fondateur de la Gascogne scandinave, en admettant qu'il y ait eu une Gascogne scandinave, dans l'hypothèse. Mais le cri du Bior, à ce moment-là, serait un appel à la justice de celui qui a fondé la Gascogne scandinave, le fils de Ragnar, qui s'appelait Bjorn, qui va donner son nom à Bayonne, aussi à Biarritz, au pays de Born, au pays de Béarn. Pourquoi le pays de Béarn? Parce que le col Portalet et le col du Somport sont des routes vers la Méditerranée, et que de l'autre côté, il y a Pampelune avec qui Bjorn voulait être en bon terme.
Enfin bon, il y a plein de raisons qui font que. Donc là, il y a les traditions. Une autre tradition, c'est celle qui a produit en droit successoral les cadets de Gascogne. Les cadets de Gascogne, c'est une particularité locale. Il y avait un qui héritait, et puis les autres, il fallait qu'ils aillent faire les mousquetaires à Paris. Ça, c'est une tradition purement germanique. En droit romain, on partage à égalité l'héritage, et puis voilà. Donc, ils ont laissé des traditions maritimes, des traditions artisanales, le travail du feutre. Alors, le béret basque et tout ça, le travail du feutre, c'est une technologie scandinave. Le pays du feutre, c'est la Normandie. Chez les Vikings, le feutre, c'était tellement commun que c'était un instrument de paiement. On achetait les chevaux en rouleaux de vadmal. Et donc, cette tradition du feutre, c'est encore une tradition scandinave. On peut la rattacher, on peut toujours discuter, mais bon, je vous fais l'inventaire de tout ce qui pourrait basculer dans le monde scandinave. Et donc, les artisans ont laissé des traces tangibles, les juristes ont laissé des traces tangibles, et les marins ont laissé des traces tangibles pour qui veulent bien les voir. Ils sont également restés. Nos amis scandinaves, on dit qu'ils ne sont pas tous partis. On a vu qu'à Cabreton et à Biarritz, ils étaient chasseurs de baleines, qu'ils étaient des criblants aux yeux bleus. Ce sont les fameux gaets de la Punte, qu'on nomme aussi cagots. Je pourrais faire une conférence entière sur la question, mais grosso modo, je vais vous dire comment moi je vois la chose. Il y a plusieurs chercheurs qui ont dit que ce sont des descendants de Visigoths. Des Visigoths, donc d'origine germanique, c'est pour ça qu'on les appelait les cagots ou les gaets. Bon. Mais François de Belforest, en 1579, il dit non, c'est pas possible que ce soit des descendants de Visigoths. Les Visigoths ont fourni les plus grandes familles de Gascogne et d'Espagne. C'était des gens qu'on admirait, qu'on respectait. Il n'y a aucune chance que ces exclus soient d'origine visigothe. Et donc, il y a un doute. Mais il y a un texte de Martin de Viscaï, de 1621, qui lève le doute. Et Martin de Viscaï, il dit quoi? Il dit, en 412, les Visigoths sont arrivés en Aquitaine. Et ils se sont comportés, ils ont massacré, ils ont maltraité la population, tant et si bien que la population s'est réunie et a fini par les vaincre et les chasser et les envoyer dans des coins reculés. Or, les Visigoths sont arrivés de manière pacifique en Gascogne. Les Romains leur ont donné cette province pour les remercier de leur aide, et les Visigoths ont occupé pacifiquement la Gascogne. Ils n'ont pas eu besoin de l'envahir, ils n'ont pas eu besoin de martyriser la population. Par ailleurs, ils étaient chrétiens, romanisés, ils étaient cultivés, et lorsqu'ils seront vaincus en 507 par les Francs, ce sont des barbares d'origine germanique qui écrasent un peuple romanisé. Or, la tradition dit, de Martin de Viscaï, dit c'est le peuple qui s'est rassemblé et qui les a chassés. Là, non. Les Visigoths, ils ont été vaincus par un roi étranger. Donc, ce que décrit Martin de Viscaï, ce n'est pas du tout les Visigoths. La seule mention qui fait croire qu'il parle des Visigoths, c'est 412. Mais tout le reste, ce qu'il décrit, c'est la présence de Visigoths de deuxième génération, c'est-à-dire les Vikings qui étaient également nommés Visigoths, qui eux, effectivement, ont envahi le pays, qui eux, effectivement, ont dû être beaucoup moins tendres que les Visigoths, et qui ont fini par être chassés par la reine de Navarre, le roi de Gascogne, enfin le comte de Gascogne, et toute la population réunie. Dernier point, on remarquera que les Visigoths apparaissent en Gascogne et en Navarre, c'est-à-dire dans les royaumes des vainqueurs de la bataille de Thalès. Ça veut dire que leur exclusion a une origine politique et qu'elle n'est pas religieuse, qu'elle n'est pas liée à des statuts médicaux ou autres. À mon avis, ça peut s'analyser comme une origine politique de l'apparition de ce phénomène. Les cagots, d'ailleurs, n'avaient pas le droit d'avoir d'armes, de chevaux, de chiens, qui sont autant d'attributs d'un pouvoir militaire passé qu'on voulait empêcher de voir ressurgir. Ils avaient également interdiction de faire commerce. Forcément, nos amis scandinaves étaient de grands commerçants, ils avaient fait la prospérité du pays, et leur permettre de faire du commerce, c'était prendre le risque qu'ils reconquièrent par l'argent le pouvoir qu'ils avaient perdu par les armes. Et donc, on va interdire à ces Gascons d'origine scandinave, entre guillemets, de reprendre le pouvoir, que ce soit de manière militaire ou économique. Et on va dire, par contre, vous pouvez continuer à faire des bateaux, à faire des ponts, à faire des charpentes, à faire les machineries des moulins, parce que, évidemment, c'était des charpentiers hors pair.
Et maintenant, on va aborder un autre héritage, c'est le linguistique. Donc, on parlera dans les questions-réponses quand vous aurez... Mais on va parler de Cap-Breton. Cap-Breton, ce nom absurde sur cette côte sans cap ni breton, en fait, depuis toujours, on vous dit, il y a Cap, ça c'est sûr, et puis il y a Breton. Et en fait, quand je commençais à chercher les anciennes graphiques à breton, je trouve une carte de Diogo Homem, un portugais, et il précise Cabertam. Alors c'est peut-être un hasard, mais Am, ça désigne un port chez les Vikings. Cabertam, ça serait le port de Cabert. Et donc, qu'est-ce que c'est Cabert? Est-ce que c'est un nom commun? Est-ce que c'est un prénom? Nom commun, inexistant. Prénom alors? Le prénom Cabert n'existe pas ni chez les Vikings, ni chez les Francs, ni chez les Visigoths. Et donc, la logique, c'est que ce nom ait été victime d'une cacographie, c'est-à-dire une erreur d'écriture. Et en torturant pas trop longtemps, en fait, ce nom, voilà ce que j'ai trouvé. Cap-Breton apparaît jusqu'au XIXe siècle avec la graphie Caberton, indifféremment. On dit Cap-Breton, Caberton, donc voilà des trucs. Là, c'est la graphie d'Hugo même. Et voilà à quoi j'arrive. Vous écrivez Albertam avec un petit A minuscule, enfin un gros A majuscule, mais ayant la forme d'un petit A minuscule. Et il suffit de faire une petite barre et Albertam devient Cabertam. C'est une hypothèse. Question, est-ce que cette hypothèse est crédible? Or, vous êtes à Cabreton, on est à Cabreton, et vous savez que Jean-Marie Bartraud a écrit un livre sur Cabreton, et il a questionné les pêcheurs du Bourrette. Et les pêcheurs du Bourrette lui ont dit, non, le vrai nom du Bourrette, c'était Albourrette. Le port d'Albert. Donc, le Bourrette et Cabreton renferment le même prénom, à savoir Albert. Là où ça peut piquer, c'est que 5 siècles plus tard, un nouveau port à l'embouchure, alors ce sera 1310 selon certains, moi je pense plutôt pour 1360, il y a eu un énorme ouragan qui a ravagé l'Europe cette année-là, l'Adour quitte son embouchure à Cabreton, elle divague et elle va sortir au Plec où sera fondé le port d'Albret. Le port d'Albret porte le même nom que l'Albertam viking. Question à ne pas poser, est-ce que l'Albert viking, qui est-il d'ailleurs, et l'Albret du port d'Albret sont les mêmes? Et alors pour la petite histoire, Albert est, selon toute logique, le nom de baptême que reçut Bjorn lorsqu'il lui passa son traité avec le roi de France en 858. Il lui accorda la Gascogne, et en échange, Bjorn devint chrétien et prit un nom chrétien. Et Albert est, selon toute évidence, toute vraisemblance, le prénom qu'a reçu Bjorn lorsqu'il a eu son traité de paix, tout comme Roland est devenu Robert. Alors, on va maintenant parler des Albrais. Est-ce que les Albrais pourraient être des seigneurs d'origine scandinave? Et là, il faut savoir une chose, c'est que les Albrais, pendant 5 siècles, vont se faire appeler sires d'Albret. Et ce n'est que lorsqu'ils rentreront dans la liste successorale du roi de France qu'on dira non, pas question que des sires, des sieurs, des messieurs deviennent rois de France. Il faut que vous soyez nobles. Et du jour au lendemain, les Albrais accepteront de devenir ducs d'Albret. Mais pourquoi est-ce que pendant 5 siècles, les Albrais ont-ils voulu rester sires? Tout simplement parce qu'en Gascogne, le pouvoir il est détenu par les assemblées. Les Albrais, c'est une autorité publique, ils passaient des contrats avec les jurades dans les vallées, dans les villes. Et tout se faisait de manière négociée. Et pour avoir le droit de siéger dans les assemblées, il fallait être un homme libre. Même au Pays Basque aujourd'hui, enfin à l'époque, un membre du clergé ou un membre de la noblesse n'avait pas le droit de siéger dans les assemblées d'hommes libres. Parce qu'ils appartenaient à une hiérarchie, ils n'étaient donc plus des hommes libres. Or, les sires d'Albret, qui n'étaient pas membres de la noblesse, puisqu'ils n'avaient aucun titre, avaient le droit de siéger dans l'assemblée. Et s'ils ont été si attachés à leur titre de sire, c'était pour cette raison-là, parce que le pouvoir politique était dans les assemblées. Et ils ne sont pas les seuls en Gascogne. Le sire de l'Espar, le sire de Coppens,
en fait, tous les sires de Gascogne qui vont devenir très puissants, mais qui vont rester farouchement attachés à leur titre de sire, de monsieur, ben, c'est uniquement pour la raison que c'est le seul qui leur permette de siéger dans l'Assemblée d'hommes libres. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est un premier point. Les Albrais se font appeler sires d'Albret. Une autre particularité qui va caractériser les Albrais, c'est qu'à un moment, les Albrais possèdent des terres dans la région de Bazas. C'est les meilleures terres d'Aquitaine, les meilleures terres de France qui produisent les plus beaux bœufs. Et à un moment donné, les Albrais vont échanger leurs terres du Bazadais contre un morceau de côte, entre Cabreton et Mimizan. Alors là, incompréhension absolue parmi les propriétaires terriens. Ils abandonnent les meilleures terres agricoles d'Aquitaine pour récupérer une côte sableuse, désertique, truffée de moustiques. On ne comprend pas. Mais très vite, on comprend. Les Albrais veulent bénéficier du droit de varech et de toutes les baleines qui s'échouent et éventuellement des bateaux. Et tout de suite, la noblesse chrétienne va accuser les Albrais d'être des naufrageurs, des bandits, parce que ce n'est pas noble ni chrétien de faire ce qu'ils font. Or, cette pratique est une pratique de base dans le monde scandinave. Un roi scandinave, il récupère par définition le droit de varech sur tout ce qui tombe sur ses côtes. Donc cette spécificité également est, on va dire, typiquement scandinave. Autre chose qui concerne les Albrais vont devenir une des plus grandes familles de Gascogne. Et certains vont vous dire « Ah, mais cette puissance politique, c'est parce qu'ils avaient une politique matrimoniale et que c'était des gros chasseurs de dot. Et donc, ils ont réussi à rassembler un patrimoine énorme par les mariages, par les alliances. » Il y a un autre aspect qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une succession, les Albrais exigent de passer par la coutume de Casteljaloux. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette coutume de Casteljaloux? Elle autorise le père de famille à choisir parmi ses enfants celui qui héritera. Et ça peut être un enfant naturel. Or, cette faculté de choisir est typiquement scandinave. Guillaume le Conquérant sera Guillaume le Bâtard. Il a été choisi par son père pour lui succéder. Il y avait des enfants légitimes, il a choisi le bâtard, parce que chez les Vikings, on choisit parmi tous ses enfants celui qu'on estime le plus capable. Les Albrais exigeaient, par la coutume de Casteljaloux, de choisir leur héritier. Et les autres membres de la famille renonçaient à leur héritage. Et c'est ça qui a permis la concentration du patrimoine des Albrais, c'est cette coutume successorale qui est typiquement scandinave. On peut ajouter encore un élément, il y en aurait sans doute beaucoup plus, mais par exemple, lorsque il a été question d'avoir des colonies en Acadie, Sully, le ministre d'Henri IV, va lui dire « Non, non, l'État ne va pas dépenser d'argent pour ce rêve. » Eh bien, que va faire Henri IV? Il va dire ben, « Je vais financer sur fonds propres. » Henri IV va financer la colonisation d'Acadie sur fonds propres. Et ce comportement, je vous le dis, ce n'est pas un comportement d'un seigneur terrien qui a l'habitude d'avoir les pieds dans la boue. C'est le comportement d'un roi des mers, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vision commerciale, politique, navale, maritime de ce que doit être une vie économique. Et les Albrais, dans tous les registres que vous pouvez fouiller, vont avoir des attitudes clairement d'inspiration nordique, scandinave. C'est mon opinion, mais après on peut en discuter. Et pour finir, donc les Albrais, on va parler de la Torelle, la tradition de la Torelle. Donc on nous explique que c'est un foyer, qu'aurait allumé des cabretonnés. Quand une flotte viking serait arrivée, ils auraient dansé autour, passant plusieurs fois, et faisant croire aux envahisseurs qu'ils étaient très nombreux, et les envahisseurs auraient eu peur et seraient repartis. Bon, premier point, les Vikings ne vont pas attaquer de nuit. Alors, soit ils arrivent avec 60 bateaux, et c'est pas parce qu'il y a des types qui dansent autour d'un feu qu'ils vont partir, soit ils arrivent avec 2-3 bateaux, et s'il y a beaucoup de monde sur la plage, ils vont s'échouer plus loin, et puis ils reviennent plus tranquillement pour faire le travail. Donc cette vision, elle ne tient pas la route. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la bataille? Qu'est-ce que nous dit la tradition attorelle? Elle commémore une victoire sur les Vikings. Or, il n'y a eu qu'une seule victoire sur les Vikings, c'est la bataille de Thalès. C'est la bataille de Thalès. Et le feu la Torelle commémore cette victoire gasconne sur les Vikings. Que représente cette tour? Bien, les Vikings étaient des marins. Et sur le littoral gascon
qui étaient plats et sans relief, ils ont construit des marques, des tours. Le clocher de Cabreton, le clocher de Mimizan sont des restes de ces tours qui permettaient aux marins en mer de savoir où se trouvait l'entrée du Boucau. Et ils vont jalonner la côte à Contis, Mimizan, partout. Ils vont construire des tours qui vont servir de repère aux marins et qui vont permettre de rentrer dans les boucs hollandais. Et ces tours sont vraisemblablement les bâtiments les plus importants que vont construire les Vikings en Gascogne. Et ils vont devenir le symbole à la fois de leur puissance maritime, de leur puissance commerciale, de leur puissance politique. Brûler la Tourelle, c'est détruire symboliquement le pouvoir scandinave qui a dominé la Gascogne. Quant au choix du 24 décembre, il n'est pas anodin non plus, il marque la fin de la nuit païenne dans laquelle a sombré la Gascogne avec les invasions vikings, avant la renaissance au christianisme, le 25 décembre, avec la naissance de Jésus. Et donc, effectivement, la tradition de la Tourelle commémore une victoire sur les Vikings, mais ce n'est pas un raid repoussé, ça commémore la libération de la Gascogne du joug scandinave. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais boire un peu et on passe aux questions. Montre-nous la carte avec l'eau pendant l'été. Donc, si vous avez des questions, eh bien, j'ai pas pu parler de tout. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, alors, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment des invasions vikings, donc l'embouchure de la Dour était à Cabreton et qu'elle faisait une demi-lieue de largeur. Elle faisait à peu près 2 km de long et elle devait faire 30 à 40 barasses de profondeur. Ce qui fait que c'était un fleuve très facile d'accès, qui pendant très longtemps a été considéré comme le meilleur port du Royaume de France. Et il y a une question qui touche beaucoup à Cabreton et qui pose question, c'est la position du port de la Pointe. Et la position de la Pointe. En fait, on connaît tous, il y a une pointe au sud de Cabreton aujourd'hui, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. On parlait dans les textes des cabanes de la Pointe et du port de la Pointe. Et il est très facile de faire la confusion entre les deux. En réalité, les cabanes de la Pointe se trouvaient ici. Ici. Les cabanes de la Pointe se trouvaient ici. Mais ici, ce n'était pas Cabreton. Ici, c'était Bayonne. Toute la côte appartenait à Bayonne. Le port de la Pointe, il était à la jonction que formait le Bourret avec la Dour. C'est là où il y a la chapelle templière. C'est là où il y avait les chasseurs de baleines. C'est là où il y avait les galets de la Ponte. Quand on lit Alerte à Cabreton, je crois que c'est Gabarat, en 1587, il dit que les galets de la Ponte accourent au secours des Cabretonnais. Ça veut dire qu'ils étaient sur la même rive que les Cabretonnais. Ils ne traversent pas à la nage. Et donc, il y a eu 2 pointes. Cette pointe, c'était une pointe bayonnaise, et celle-là était la pointe de Cabreton. C'est logique. Le port antique se trouvait déjà dans le Bourret, pour une raison toute simple, c'est qu'avec une embouchure de 2 km, il y avait un mascaret qui remontait la Dour très loin, qui chahutait tous les bateaux, et la meilleure façon de protéger les bateaux qui étaient à l'ancre, c'était de les mettre sur le premier affluent, le plus proche de l'embouchure. C'était vrai sur tous les fleuves de France et du monde, entre guillemets. Et donc le Bourret était l'endroit naturel du port, à la fois du temps des Romains, puis du temps des Vikings, et puis voilà. Et par contre, la Tourelle était là. Ça signifie que l'embouchure devait se trouver par là. L'embouchure de 2 km devait se trouver par là. Et que les bateaux devaient... alors, je ne sais pas... Oui, ça devait plus ou moins ressembler à ça. Là, après, le reste, c'est une hypothèse. En prenant la carte de Cassini, je remplis tous les trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la côte aquitaine, à l'époque, était beaucoup plus déchiquetée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une côte rectiligne. Il faut savoir que ce changement n'est intervenu qu'au XVIe siècle. Michel de Montaigne dit que son frère, qui avait hérité de terres sur le littoral, en l'espace de 30 ans, tout a été emporté par la mer. L'explication, c'est qu'à la fin du petit âge glaciaire, il y a eu un changement des courants marins qui ont raboté la côte gasconne. Mais que s'il y a changement climatique, comme il risque d'y avoir,
eh bien, la première conséquence va être la disparition de ce courant nord-sud côtier et peut-être éventuellement la réapparition des vieilles baies telles qu'elles existaient. Tous nos villages landais qui sont 5 à 7 ou 10 km à l'intérieur des terres, à l'origine, ils étaient au fond de baies qui étaient ouvertes sur l'océan. Les baleines venaient se baigner dans ces baies et il y avait des ossuaires de baleines autour de ces villages et de ces églises situées au fond de ces baies. Toutes ces baies ont été refermées au XVIe siècle. Et donc, il y avait de vastes bassins. L'Espar, en plein cœur du Médoc, était un port qui avait un accès sur la mer. Et ces vastes bassins, les Vikings sont installés autour. Et on peut parler de toponymie, donc Albertam, voilà, mais Osgore, bon, on va vous dire Fosgore, la fosse grande, etc. Le H est une adjonction tardive pour correspondre à cette hypothèse. Les plus vieilles graphies, c'est Osgore sans H. Or, un des principaux chefs vikings, celui qui va prendre Rouen en 841, qui va prendre Saintes en 845 et Bordeaux en 848, il s'appelait Asger. Là où cette hypothèse prend de la force, c'est que le village voisin de Osgore, c'est en Grèce. Or, en Grèce est le cousin du Angreville de Normandie. Et le Angreville de Normandie, c'était un Asger Villa. C'est-à-dire que Osgore et en Grèce font référence au même prénom scandinave. On peut y croire ou ne pas y croire, moi je ne fais que constater. Sobion, alors là j'ai changé, en fait j'ai découvert un prénom, c'est Soybjorn. S-O-Y et Bjorn derrière. C'est un prénom scandinave. Ça devait être Sobionès, un truc comme ça, avec un S à la fin qui est tombé. Idem pour Tos. Tos, le prénom c'est Tossi. Autrefois ça devait s'écrire avec un S ou un Is ou un truc comme ça. Le S final est tombé, c'est devenu Tos tout court. Bénès, c'est Bjorn. Saint-Vincent-de-Tyros, je ne mettrai pas ma main au feu, mais bon, tous les villages autour de l'embouchure font référence à des chefs vikings, et pas n'importe lesquels, puisque Bjorn, il ira assaillir Constantinople, il prendra Pise, il prendra Séville, il ira mettre la raclée au roi de France, il ira défier l'émir de Cordoue, il ira défier le basileus de Constantinople. C'était le plus grand chef des invasions vikings en Occident. Et il va choisir de s'installer en Gascogne, parce qu'effectivement, la Gascogne et Cabreton, son port d'embouchure, vont être au cœur du projet viking, qui va être d'accéder à la Méditerranée et de profiter du commerce méditerranéen pour prospérer. Alors, on parlait de la traite des esclaves. Évidemment, tant que la traite va passer par la Gascogne, les invasions vont durer. Le jour où ils sont vaincus à Thalès, les routes vers l'Espagne sont définitivement coupées. Et ça ne sert plus à rien de faire des esclaves, des captifs en Irlande, en Angleterre ou ailleurs, parce qu'on n'a plus de débouchés. Et autour de l'an 1000, le marché aux esclaves de Rouen va fermer, parce que tout simplement, on n'a plus de débouchés en Gascogne ni ailleurs. Et en fait, en Espagne, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils voient ? Eh bien, jusqu'en 980, les esclaves qui arrivaient, c'était des sakalibas, c'est-à-dire des esclaves d'origine européenne. Et à partir de 1980, ce sont des mamelouks, c'est-à-dire que ce sont des esclaves d'origine africaine qui arrivent en Espagne. La raison la plus logique, c'est que la bataille de Thalès a coupé la route de la traite vers l'Espagne. Du coup, tous les raids, toutes les attaques visant à faire des captifs dans toute l'Europe n'ont plus lieu d'être puisqu'on a perdu le débouché. Et du coup, les invasions vont s'arrêter. C'est ce qui me fait dire qu'il y a eu 3 grandes batailles dans l'histoire des invasions. Il y a eu la prise de Nantes en 843, il y a eu la bataille de Thalès et la bataille de Hastings qui a marqué l'invasion d'Angleterre. L'histoire des barbaresques, alors, parce qu'il y a eu des esclaves chrétiens qui sont partis quand même chez les Arabes. Ah oui, oui. Effectivement, non, les auteurs arabes nous disent bien que arrivaient en Espagne des Bretons, des Gaulois, des Francs qui étaient capturés par des gens, sachant que les Francs avaient interdit la traite depuis plus d'1 siècle. Ceux qui capturaient ces chrétiens et les envoyaient aux barbaresques, c'était forcément des gens qui étaient un peu moins chrétiens que les autres. Et a priori, ils passaient par là et toute la toponymie dit clairement que les convois franchissaient les Pyrénées par le Val d'Aran. Puisque cette civilisation viking est si présente longtemps, pourquoi n'y a-t-il pas de vestiges symboliques, en fait, puisqu'ils étaient païens?
En Irlande, par exemple, il y a des signes, des calligraphies. Alors, le problème de la calligraphie irlandaise, c'est qu'elle est principalement celte. Elle n'est pas tellement scandinave. Oui. Mais quand même, ça devait exister. Il n'y a aucun vestige de rien dans le... Alors, dans le domaine artistique, je ne suis pas assez pointu pour faire distinction entre un dessin celte ou un dessin scandinave. Je sais qu'il y a des gens qui sont spécialistes. Je sais aussi qu'en Gascogne, quelle que soit l'époque, on n'a pas trouvé grand-chose de quoi que ce soit. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Mais, comme je vous le dis, c'était des artisans, donc il est probable qu'ils ont fait beaucoup d'objets, mais c'est dans le domaine juridique, dans le domaine artisanal, dans le domaine politique qu'on va trouver les traces les plus tangibles de leur passage, en tout cas. Et dans la marine, évidemment. Leclerc, alors Eric Ritt dit c'est sûrement les Anglais, pendant l'époque de l'Aquitaine anglaise, qui a importé cette technologie scandinave en Aquitaine. Alors on va remettre les choses au clair. Ce que peu de gens savent, c'est que lorsque Guillaume le Conquérant va envahir l'Angleterre, en 1066, il va faire construire l'abbaye de Westminster, la cathédrale de Canterbury, la tour de Londres, avec des pierres de Caen. L'idée, c'est de montrer aux Anglais que le pouvoir, il vient de Normandie et qu'ils sont dans la dépendance de la Normandie. C'est une mesure symbolique. Et il va y avoir un corollaire à cette mesure symbolique. Guillaume le Conquérant va exiger que l'Angleterre ne soit ravitaillée que par des bateaux construits en Normandie. Il va interdire aux Anglais de construire leurs propres bateaux. Il va faire ce qu'ont fait les Romains, c'est-à-dire prendre le monopole du transport maritime avec l'Angleterre, mais il va réserver ça à la Normandie. Or, lorsque Aliénor d'Aquitaine se marie avec Henri II Plantagenet et que celui-ci devient roi d'Angleterre en 1154, Henri II Plantagenet a deux flottes, celle de sa femme en Aquitaine et celle de Normandie, qui est encore rattachée à l'Angleterre. Mais en 1204, Philippe Auguste prend la Normandie et l'Angleterre perd sa flotte. Résultat, il ne reste plus que la flotte aquitaine à Henri II Plantagenet. Et lors de la bataille de la guerre de 100 ans, la première bataille, la bataille de l'Écluse en 1340, ça va être une boucherie qui va avoir 30 000 morts. C'est la première défaite navale française d'envergure face aux Anglais. Et il y en a eu d'autres. Et en fait, les Français, c'est quoi? C'est des bateaux de Honfleur, de Harfleur, du Conquet, de Dieppe. Et les Anglais, ils viennent de Bayonne, de Cabreton, de La Rochelle. C'est-à-dire que 2 siècles après l'Aquitaine anglaise, enfin 2 siècles après l'arrivée théorique des Anglais en Aquitaine, c'est toujours les Aquitains qui constituent les cadres de la marine anglaise. En clair, les traditions maritimes de Gascogne ne sont pas venues d'Angleterre, ce sont plutôt les traditions gascognes qui ont transféré, qui ont migré vers l'Angleterre. Et donc Leclerc ne vient pas des Anglais, il préexistait a priori à la venue des Anglais. Idem pour la chasse à la baleine, où la chasse à la baleine était mentionnée dès avant le mariage d'Aliénor, et le droit de varech, pareil, quoi. Oui. Je me remémore en même temps vos anciens travaux, et puis aussi j'ai vu dans tout le golfe de Gascogne s'étendre 2 immenses grands canyons, beaucoup plus grands que le Grand Canyon aux États-Unis, en V, aboutissant à peu près à une fosse de 4000 mètres de fond qui est pratiquement au bord de notre côte ici. Oui. Voilà. Donc ça explique la remontée des baleines. Maintenant. Alors, le principal intérêt maritime du Golfe, il va être naval, c'est que les architectes royaux qui vont évaluer les différents ports du royaume vont considérer le port de Cabreton comme le meilleur port de France grâce au gouffre. Parce que la profondeur du gouffre fait que, alors que la mer casse de part et d'autre à cause de la faible profondeur, au-dessus du gouffre, il y a une houle tranquille et tous les bateaux peuvent se mettre à la cape et attendre tranquillement la fin de la tempête pour entrer dans le port. Et effectivement, le gouffre a joué un rôle important dans la vie de Cabreton, mais effectivement, je pense que je ne sais pas si les Vikings ont eu besoin de ça, mais bon, ils ont dû se rendre compte, ils étaient observateurs. Oui. Concernant la pêche à la baleine, vous parlez de la pêche à la baleine à Cabreton, mais elle est très réputée aussi sur Saint-Jean-de-Luz. Est-ce que vous avez une explication? Alors, Saint-Jean-de-Luz,
va connaître sa croissance, entre guillemets, après que Bayonne se soit ensablé avec le fait que la Dour va venir au port d'Albret. Enfin, Bayonne va perdre ses qualités maritimes et portuaires, et les gros bateaux ne vont plus pouvoir remonter la Dour jusqu'à Bayonne, et donc ils vont migrer sur Saint-Jean-de-Luz, et les gros bateaux qui vont partir à la Baleine vont plutôt être rattachés à Saint-Jean-de-Luz, mais ça sera plus tardif. C'est Sopit de Saint-Jean-de-Luz là, qui va mettre au point le four embarqué dans les bateaux qui va permettre de faire de l'huile de baleine. Mais jusqu'alors, il fallait avoir des fours à terre pour chasser la baleine. Mais j'ai envie de dire, Saint-Jean-de-Luz, bon, alors, forcément, les Vikings ont fréquenté ce port, Hendaye aussi notamment, et puis quelques autres sur la côte nord de l'Espagne. Mais en fait, il y a eu un transfert. Mais c'est à partir du moment où il y a eu cette possibilité d'aller à la baleine avec un four embarqué qui fait qu'on a pu aller à Terre-Neuve, notamment, alors que Cabreton et Biarritz se contentaient de chasser sur les côtes. C'est Passaya dont vous parlez. Il y a Passaya, effectivement, qui porte un nom gascon. Alors oui, historiquement, la côte Gascogne, elle va de Bidart à Fontarabie. Après, c'est gascon, avant, c'est gascon. Biarritz, c'est un port gascon. À Biarritz, il y avait deux communautés. Il y avait les agriculteurs autour de l'église 2 km dans les terres et les chasseurs de baleines sur le port du Har. Et les agriculteurs, c'était des Basques, et les chasseurs de baleines, c'était des Gascons. Et vous regardez, les 20 rochers qui défendent Biarritz sont tous des noms gascons. Donc Biarritz, c'est un port gascon, Bayonne est une ville gasconne, et il n'y a qu'à partir de Bidart et jusqu'à Fontarabie qu'on a vraiment une côte basque. Saint-Sébastien est gascon, hein. Passaya est pareil, et puis voilà. Oui. Au niveau des recherches ADN, est-ce que vous avez des informations qui corroborent Alors, Vous avez une question? tout à fait. Alors, ça, c'est très intéressant. Bon, alors en France, très clairement, ce genre de choses qu'on n'aime pas du tout toucher. Et donc, il n'y a quasiment aucune étude française qui n'aborde cette question. Il y a eu tout un branle-bas quand ils ont commencé à faire des recherches dans le Cotentin en disant « Ah, ça y est, ils cherchent des jeunes vikings, ils cherchent la pureté de la race, etc. » Enfin, ça dérive très vite en France. Il y a eu une recherche ADN qui a été menée par un laboratoire espagnol, qui a été menée sur les 7 provinces espagnoles, les 4 espagnoles et les 3 françaises. Et il n'y a pas eu un échantillon énorme. En Angleterre, quand ils font une recherche, il y a 40 000 personnes. Là, il n'y avait que 900 personnes. Et donc, ils cherchaient les jeunes basques et ils avaient sélectionné, bien évidemment, leurs clients d'honneur. Et quand on cherche les jeunes basques, on prend des gens qui sont là depuis plusieurs générations, dont les 4 grands-parents sont basques, qui ont un nom basque et qui ont une tête basque. Voilà. Et à partir de cet échantillon, on ramasse tout. Et j'ai un correspondant américain, spécialiste génétique, qui me dit « Vous avez vu cette étude ?» Alors, je dis « Non, je n'y connais pas grand-chose. » Eh bien, vous avez 2 marqueurs qui apparaissent et qui sont traditionnellement des marqueurs scandinaves. Et ces marqueurs révélaient, entre guillemets, un pourcentage de l'ordre de près de 7% de gènes scandinaves. Or, il faut savoir qu'effectivement, le public avait été présélectionné. Si on commence à présélectionner les Gascons qui ont des têtes qui ne sont pas basques, qui ont des noms pas basques, qui sont blonds aux yeux bleus, qui font du commerce, qui travaillent le bois ou qui aiment la mer, on risque d'avoir des taux légèrement différents. Mais ça, ce ne seront pas les Français qui feront ça, je ne pense pas. On a beaucoup trop peur de remuer des choses en France. Parce qu'il y a quand même une grande similitude entre le peuple basque avec l'amour pour la mer et ils étaient très intrépides, ils sont partis chasser la baleine aux États-Unis et tout ça. Donc il y a une corrélation quand même de caractère entre les Vikings et le peuple basque. Je pense qu'effectivement, lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont trouvé les Basques qui étaient, ils étaient un peu chrétiens, mais ils étaient surtout, ils adoraient beaucoup la nature et ils avaient des valeurs que les Vikings comprenaient parfaitement. Et je pense qu'ils se sont très bien compris les uns et les autres pour dire moins il y aura de chrétiens pour nous embêter, tout le monde, mieux ça ira. Donc, non, effectivement, je pense que culturellement, les Basques et les Vikings se sont très vite trouvés sur la même longueur d'onde.
Ça, c'est à peu près certain. Ouais. Alors, on parlait d'art. Effectivement, j'ai repéré des stèles vikings. Bon, il ne faut pas en parler, ça, parce que ça ne plaît pas à tout le monde, mais il y a des stèles vikings qui ont des disques solaires. Voilà. Ils n'ont pas quatre vagues, ils en ont 12 ou 16, ça dépend, mais ce sont des disques solaires, des pierres tombales rondes, un peu comme au Pays Basque. Mais ça peut être qu'un détail, parce que ça peut être qu'une coïncidence, parce que le culte du soleil était réparti présent dans toute l'Europe. Et il faut vraiment que la coïncidence soit spécifique pour pouvoir dire c'est effectivement un lien. Dans tout ce que je vous dis, il y a beaucoup qui vont vous dire c'est pas possible ce que vous dites, c'est faux, vous démontrez rien. C'est très difficile de démontrer quoi que ce soit en histoire. Quand on remonte dans le passé, on ne peut pas connaître la vérité. Il y a une réalité, on connaît une infime partie de cette réalité, et après il y a plein d'interprétations possibles. Et parmi les interprétations, il y en a qui sont plus probables ou plus crédibles que d'autres. Et donc, il faut avoir beaucoup de modestie quand on parle du passé et quand on aborde toutes ces questions. Et plutôt que de fouiller, d'aller chercher une preuve irréfutable, parce que j'en connais pas, je préfère travailler par balayage très élargi dans tous les domaines. Et c'est la masse des coïncidences qui fait que l'hypothèse que j'évoque a peut-être plus de crédibilité que d'autres hypothèses qui disent, par exemple, que les Vikings ne sont jamais venus en Gascogne, que la Dour n'était pas navigable et que le courant des passes du bassin Arcachon était trop dangereuse pour les Vikings. Ça, franchement... Donc... Le culte du soleil dont vous parliez, mais rapidement, ça me rappelle, ça me remémore l'affaire de l'empereur romain d'Occident qui était Julien, je crois que c'était en 360, un truc comme ça, et qui a dit qu'il avait vu le soleil en lui dans un temple, etc. Et alors il a été baptisé depuis l'apostat à cause de ça. Alors je sais pas, je fais le rapprochement comme ça. Donc, plus de questions? Si, pardon, oui. Est-ce que vous faites un parallèle avec Cap-Breton de Nouvelle-Écosse? Oui, alors effectivement, le Cap-Breton de Nouvelle-Écosse ne doit rien à la Bretagne, c'est les marins de Cap-Breton, Cabarrus et les autres, il faut demander à Anne-Marie Belinguès qui connaît ça par cœur, qui sont allés naviguer là-bas, qui ont eu des pêcheries, des postes à baleines, des sécheries de morue, et qui ont baptisé pas mal de noms là-bas. Hein. Il y a des noms basques, il y a Portichua, il y en a Policello, il y a plein de noms basques et gascons en Amérique du Nord. Et effectivement, l'île de Cap-Breton, en fait, c'est le Cap-Breton d'ici. Ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Tout à fait. Ah, c'est très bien, mais c'est normal, hein, Cap-Breton. Donc oui, accessoirement, je vous ai fait remarquer que vous étiez dans une ville qui avait été la capitale pendant un siècle et demi, quasiment, de l'épopée viking. Hein. Accessoirement, je vous fais remarquer ça. Bon, après, vous pouvez ne pas y croire et puis vous dire non. On pourrait continuer la conversation au premier où il y a un pot de l'amitié qui nous attend. Donc, il y aura les livres de Joël qui seront là-haut, qui pourra vous dédicacer. Vous pourrez continuer à lui poser des questions. Et donc, nous vous attendons à la salle Océane avec un petit verre. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.